السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناتنا. Cette vidéo sera consacrée à la chimie pour les deuxièmes années PC et SVT. Le titre de ce chapitre, bien de cette leçon-là, est le quotient de la réaction et l'état d'équilibre. Donc notre objectif, on a trois objectifs: relier le caractère non total d'une transformation à la présence, à l'état final du système, bien sûr, de tous les réactifs et de tous les produits, déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système et enfin déterminer un taux d'avancement final à partir de données sur la composition de l'état final et le relier au caractère total ou non total de la transformation. Donc trois objectifs. Premier objectif, différencier, bien distinguer une transformation totale et non totale, et après exploiter nos acquis pour déterminer le sens d'évolution spontanée, et enfin utiliser tout ça pour déterminer le caractère total ou non total d'une transformation. Et bien sûr, on va voir une application dans la vie courante, comment l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et dans les océans peut provoquer des dangers pour l'homme et pour la nature. Commençons par un peu d'histoire avec Berthollet, un chimiste né en 1748 et décédé en 1822, de nationalité française. Berthollet ne veut pour règle que l'observation et il se méfie des hypothèses et veut que les expériences suivent pas à pas la théorie pour la vérifier. L'observation qu'a fait au lac de Natron et dans son laboratoire l'a conduit à déclarer que la réaction chimique est un partage. Et il rejette surtout l'idée de voir qu'il y a une certaine conquête ou bien une certaine destruction d'une espèce chimique par une autre. Son intuition était juste et la thermodynamique chimique d'aujourd'hui nous enseigne en effet qu'aucune réaction n'est totale, mais finit toujours par aboutir à un nouvel état d'équilibre, dont aucun des constituants du mélange primitif, c'est-à-dire réactif, n'est totalement exclu. Mais il faudra presque 100 ans avant que ce nouveau chapitre de la chimie ne prenne forme. Notre question principale, c'est comment décrire l'état d'équilibre d'un système siège d'une transformation chimique. Ça, c'est la question principale. Pour répondre à cette question-là, il nous faut quelques outils nécessaires pour continuer les activités de cette leçon-là pour à la fin arriver à répondre ou bien être capable de répondre à cette question-là. Pour bien démarrer un test diagnostique, donc testez vos connaissances. Une petite remarque concernant la question numéro 3, le pH et la concentration effective des ions H3O+, les ions oxonions, sont liés par la première relation qui est vraie, pH égale à moins log décimal de la concentration effective de H3O+, sur C0. C0, c'est une concentration qu'on appelle concentration standard. Sa valeur est de 1 mol par litre, une mol litre moins 1. C'est pour cela, peut-être que vous n'avez pas vu cette relation sous cette forme-là. Vous l'avez vu sous la forme de pH égale à moins log décimal de la concentration effective de H3O+ à que. C'est tout, sans le C0. Pourquoi? Parce que le C0 était égal à 1 mol par litre, et comme ça, vous avez à exprimer la valeur ou bien à
substituer la concentration de H3O+, par sa valeur, bien sûr, exprimée en mol par litre. Parce que pH est sans dimension, logarithme aussi sans dimension, donc ce qui est à l'intérieur doit être sans dimension. Donc la concentration des ions H3O+, il est en mol litre moins 1, et la concentration standard, elle est en mol par litre moins 1, donc c'est sans unité. La dernière relation, H3O+ égale à C0 fois 10 moins pH, c'est facile à déduire de la relation de la première relation. C'est une autre écriture. Vous n'avez qu'à faire la base décimale, c'est-à-dire 10 à la puissance pH va être égal, vous passez le moins de l'autre côté, ce sera moins pH, donc vous aurez 10 à la puissance moins pH qui est égal à 10 à la puissance log H3O+. Puisqu'il s'agit d'un logarithme décimal, donc 10 à la puissance log de la concentration de H3+ sur C0 sera égal à H3O+ sur C0. Et comme ça, vous obtenez la dernière expression. Une autre remarque concernant donnée par la loi de Kohlrausch, c'est-à-dire l'expression de la conductivité. La conductivité en système international, c'est Siemens fois mètre moins 1, système international. Donc, l'autre côté, la somme des conductivité molaire ionique fois la concentration des ions présents en solution qui conduisent le courant, sera exprimée cette concentration en mol par mètre cube et non pas par mol par litre. C'est l'erreur que la majorité des élèves, donc ils ne font pas attention à la concentration de X. Alors, avant de passer au contenu de cette leçon-là, j'espère que vous avez bien téléchargé les documents des activités et que vous avez essayé de faire ces activités. Concernant les activités qui sont des activités expérimentales, ils nécessitent la réalisation au laboratoire. Je vous donne directement la réponse avec des valeurs pour un petit peu faciliter la suite. Alors, le contenu il est de deux parties essentielles. Quotient de réaction d'un système chimique, évolution spontanée d'un système chimique hors état d'équilibre. Première partie composée de trois sous-parties. Première partie différenciée et transformation totale et non totale. Deuxième partie, comment écrire quotient d'une réaction. Et qu'est-ce que ça veut dire constante d'équilibre et comment l'écrire. Et enfin, quels sont les paramètres qui influencent la constante d'équilibre K. Deuxième partie, ce sera 4 sous-parties. On va voir comment évolue un système hors équilibre, c'est-à-dire un système en équilibre. On va le perturber et après perturbation, il va essayer de revenir à l'état d'équilibre, reprendre un état d'équilibre. Donc, on va voir son évolution, dans quel sens va évoluer. Et après, on va passer aux applications à la vie courante. On va voir comment l'homme est un perturbateur de l'océan et comment les organismes dans l'océan sont en danger et à cause de ces perturbations du système. Et enfin, on va voir comment l'acidité des océans varie et le rôle du CO2 dans ce sens-là. Alors, vous connaissez tous qu'une transformation chimique a lieu lorsque des espèces chimiques appelées réactifs peuvent réagir entre elles pour former d'autres espèces chimiques appelées les produits. Alors, il faut distinguer deux types de transformations, des transformations totales et non totales.
Alors là, avant de continuer là aussi, on va commencer pour répondre à notre question principale. On va répondre à des questions, des sous-questions si vous voulez, pour arriver à la réponse totale. Donc, comment décrire l'état d'un système d'une transformation non totale? On a déjà vu les transformations totales. Alors maintenant, comment on peut décrire l'état d'un système d'une transformation non totale? Alors, vous avez le premier document, première activité. Là, je vais résumer. Donc, il s'agit de préparer une solution S1 d'acide éthanoïque, d'acide acétique, obtenue comment? Par des solutions de N1 de 1 fois 10 moins 2 mol dans un volume d'eau V, 100 ml. Alors, le matériel dont vous disposez, un conductimètre, un bécher, 50 ml, et bien sûr, une éprouvette. Donc, conductimètre, une sonde, là, on affiche la valeur. Un bécher de 50 millilitres. Une éprouvette graduée. Donc la verrerie, il faut bien connaître les noms et les caractéristiques dans 100 millilitres. Et vous avez un protocole, vous réalisez le protocole et pour déterminer la conductivité sigma 1 d'une solution S1 d'un volume V1 40 ml prélevé après préparation de cette solution S1. Il faut se rappeler de cette solution S1 et ses caractéristiques parce que on aura besoin après, aussi pour V1, pour le volume V1. Donc il suffit de prélever 40 ml en utilisant l'éprouvette 100 ml à partir de ce volume de 100 ml. D'accord? Donc vous allez prélever 40 ml. Vous allez la verser dans le bécher de 50 ml parce qu'il s'agit de 40 ml. Et après vous faites la mesure, bien sûr, après avoir préparé votre conductimètre. Si vous ne savez pas comment le préparer, alors se référer à votre cours du premier année baccalauréat. Vous avez aussi quelques données ici à 25 degrés. Exploitez tout ça pour répondre à ces questions-là. Alors, je vais commencer par la première question. Réaliser le protocole du document. J'ai déjà parlé de ça et relever la valeur. Donc, je vous donne la valeur qu'on va utiliser par la suite. C'est 5 fois 10 moins 2 Siemens, c'est pas seconde, Siemens, mètre moins 1. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque. On sait écrire l'expression ou bien la formule de l'acide éthanoïque. Donc, vous avez l'ion éthanoate, c'est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Donc, vous n'allez qu'à ajouter un H ici, vous obtenez la formule. Donc, si vous ne connaissez pas la formule, mais vous pouvez utiliser aussi vos acquis concernant la partie de l'organique que vous avez déjà étudié en première année, là aussi. Alors, on va voir l'équation. C'est H3COH plus H2O dans l'ion éthanoate plus l'ion oxonium. Ce 3 là, c'est en indice. 3 là en indice, 2 en indice, alors que plus et moins sont en exposants. Alors là aussi, j'ai laissé ici les deux flèches. Alors si la réaction était totale, on aurait mis une flèche de gauche à droite. Et si on a non total, on va mettre deux flèches. Vérifier si la transformation totale ou non totale en déterminant le taux d'avancement de la réaction. Donc, il faut déterminer le taux d'avancement. Il faut se rappeler de l'expression. Donc, taux, l'expression de taux, c'est XF sur Xmax. Donc, je vais là aussi résumer. Donc, il faut bien remarquer que les ions CH3CO- et H3O+, seuls qui vont conduire le courant. Il ne faut pas introduire l'ion Na+. Donc, d'après la loi qu'on a déjà vue, donc il faut faire attention là à l'unité. Les concentrations des ions qui participent doivent être exprimées en mol par mètre cube.
parce que les lambda sont exprimés en mètres. Alors, on va commencer par le calcul de l'avancement final. Donc, d'après l'équation à l'état final, vous dressez votre tableau d'avancement ici. Vous trouvez à l'état final que vous avez ici XF, XF. Donc, ces concentrations-là sont égales à XF. Et on substitue dans cette équation les expressions des concentrations effectives. Alors, la quantité de matière de CH3 sur moins à l'état final sera XF. Il faut diviser par le volume de la solution qui est V1, 40 millilitres. La même chose, même remarque pour l'ion oxonium, et comme ça vous arrivez à XF. Faites attention au volume en mètres cubes. Alors, il faut calculer ici Xmax. Vous savez comment calculer Xmax. On suppose que la réaction elle est totale. Alors, dans ce cas-là, si elle est totale, l'acide qui sera le réactif limitant, parce que le solvant, c'est l'eau, il est en excès. Et comme ça, on obtient Xmax égale la quantité de matière de CH3SOH initial. D'accord? Qui va donner la concentration de CH3SOH à l'état initial fois V1. Et la concentration de CH3SOH à l'état initial, ce n'est que la quantité de matière de celui-là sur V, sur V. Faites bien attention à ça. Fois V1, donc vous obtenez cette quantité-là. Et vous calculez le taux, vous trouverez que le taux égal à 1,3%, c'est-à-dire 0,013, il est très inférieur à 1, il est faible, donc la réaction n'est pas totale. Et vous avez répondu à votre question. Alors, on passe à déterminer la composition de l'état final du système, donc à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à la fin. Donc, il faut faire le bilan des quantités de matière. La quantité de matière de H3 plus et CH3 on l'a déjà déterminé. Et là, on aura la quantité de matière qui va rester à la fin. Si la quantité de matière initiale, moins ce qui est disparu, c'est XF. Et divisé par, bien sûr, non, c'est pour les quantités de matière, donc on se contente de calculer les quantités de matière. La question numéro 5, déduire la composition à l'état final d'une telle transformation. Donc la composition à l'état final d'une telle transformation, on trouve les réactifs et les produits en même temps. Donc, ils coexistent tous les deux. On passe maintenant au quotient de la réaction, constante d'équilibre, comment les déterminer. Donc, vous avez à votre disposition aussi un document. J'espère que vous l'avez déjà consulté, vous l'avez compris. Donc, ce sont les règles en général. Comment calculer la constante. Donc, ce qu'il faut conclure de tout ça, c'est que le quotient de la réaction il s'écrit de cette façon-là. Faites bien attention, si vous avez des états condensés, leurs activités sont égales à 1. Si vous avez des états qui sont gaz, alors dans ce cas-là, par exemple solide, si vous avez solide, c'est vous remplacez avec 1. Le solvant sera remplacé par 1, alors que l'activité pour les pressions, pour les gaz, on remplace par la pression partielle. Deuxième chose, c'est que le quotient de la réaction à l'état final, ce n'est que la constante d'équilibre. Donc, l'état final, c'est l'état d'équilibre pour une transformation non totale. Alors, vous avez deux questions. Exprimer le quotient, donc vous allez exploiter ce que vous avez appris là pour étudier la réaction du document numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, exprimer le quotient de réaction associé à la transformation chimique étudiée dans le document 1. Alors, l'eau étant le solvant et les réactifs et produits étant des espèces dissoutes, donc ils sont aqueux, donc l'expression est facile à écrire. C'est 0, il est égal à 1 si vous exprimez ça tous en mol par litre. Donc faites attention, ils sont aqueux, donc ils seront tenus compte. H2O, on ne représente pas parce que leur activité elle est égale à 1. L'activité de l'eau, c'est les solvants, il est égal à 1.
Alors, la deuxième question, donner la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'état d'équilibre de cette transformation. C'est un exemple de calculer la constante d'équilibre pour cet exemple-là. Alors, là, la constante d'équilibre n'est que la quotient de la réaction, mais à l'équilibre. C'est-à-dire, il faut exprimer les concentrations à l'équilibre. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, d'après la question 4, vous avez déjà calculé les quantités de matière. Hein? Donc, vous n'allez qu'à diviser par le volume pour trouver les concentrations et vous faites l'application numérique. Le résultat est sans unité. C'est 1,7 fois 10 à la puissance moins 5. Alors maintenant, troisième sous-partie du partie 1, quel paramètre dépend la valeur de la constante d'équilibre K? Donc, pour arriver à répondre à cette question, on a deux activités. Première activité, réaction de dihydrogène sur l'oxyde de tungstène. Donc, vous avez une étude qui est faite par Georges Drouin. Vous allez lire bien observer le document. C'est un document qui date de 1920. J'ai extrait des résultats des expériences de Drouin et vous allez répondre, écrire l'équation de la réaction étudiée du document 3 et vous allez exprimer le quotient de la réaction associé à cette transformation chimique et préciser les paramètres étudiés dans l'expérience de Georges Drouin et en déduire de quels paramètres dépend la valeur de la constante d'équilibre. Alors, avant de répondre à la première question, écrire l'équation de la réaction étudiée. Alors, la question étudiée, d'après l'énoncé, l'action du dihydrogène gazeux sur l'oxyde de tungstène qui est solide, qui conduit à la formation de l'eau et à l'état gazeux, il est à l'état gazeux l'eau dans ce cas-là, et du tungstène solide. Donc, puis il mesure la constante K, vous l'avez bien des valeurs à différentes températures pour du volume ou bien des quantités de matière différentes du dihydrogène. Écrire l'équation de la réaction. Alors, c'est la réaction entre dihydrogène, c'est H2, et l'oxyde de tungstène, WO3 solide, qui va se former du tungstène et de H2O qui est souvent gazeux. N'oubliez pas d'équilibrer votre équation. N'oubliez pas. Alors, exprimer le quotient de réaction associé à cette transformation. Donc, c'est facile. Donc, vous avez l'équation. Donc, d'après la définition, le quotient de la réaction, alors là, c'est un gaz, l'état gazeux, donc ça sera pH2, puissance 3, fois 1, l'activité de ça, c'est 1, parce qu'il est solide, divisé par 1, là aussi, activité solide, et pour celui-là, pH2 à la puissance 3, à la puissance 3, donc toujours sur P0, hein, P0, dans ce cas-là, il est égal à 1 bar. J'espère que vous avez bien lu ça au document. Préciser les paramètres étudiés dans l'expérience de Georges Drouin. Alors là, quels sont les paramètres étudiés? On voit bien d'après ça, il varie la température et il varie la quantité de matière, c'est-à-dire le volume de H2. Donc, les paramètres, ce sont la température et la quantité de matière, si vous voulez. Donc, le volume de dihydrogène et la température. Donc, c'est le volume du dihydrogène et la température. Et ce qui est évident là, donc, il varie le volume. Vous avez un volume initial de 48 mm3 et chaque fois, il prend 3V, 4V, 5V, c'est 6V. On déduire de quel paramètre dépend la valeur de la constante d'équilibre. Si on observe là, on voit bien que la constante d'équilibre a une température constante et ne change pas, même si on varie le volume des hydrogènes. Hein, et on part bien sûr de la même
quantité de matière de tungstène. Dans chaque cas, on utilise même quantité de matière de tungstène. Ce qui varie, c'est le volume d'hydrogène qui varie. Donc on voit bien que ce sont les paramètres. Donc si on fait varier le volume, on voit bien à une température constante que la constante K reste constante. 0,62, 0,61, 0,63. Donc il dépend de la température. Il ne dépend pas du volume de H2, du dihydrogène. Mais si je change la température, il change. Hein? Donc il dépend de la température. Donc, la valeur de la constante d'équilibre ne dépend que de la température et pas de l'état initial du système. Donc, si on change l'état initial du système, il ne change pas. Deuxième activité, influence de la composition initiale du système. Alors, là, on va voir l'influence, d'après ce document, de la quantité de matière. Alors, l'activité, s'agit d'un élève qui souhaite vérifier l'indépendance de cas vis-à-vis de la composition initiale du système. C'est-à-dire les quantités de matière initiale du dihydrogène et du tungstène n'ont aucune influence sur cette constante K. Hein? Je parle de K, c'est-à-dire au quotient de la réaction à l'équilibre, hein, à une température donnée. C'est-à-dire il fixe la température et il va faire varier la composition du système initial. Pour cela, il souhaite préparer une solution S2 d'acide éthanoïque, de même solution de tout à l'heure, de S1, de concentration en soluté, mais de concentration C2, 2 fois 10 moins 3. Il dispose du matériel suivant, pipette jaugée de 5 ml et de 10 ml. Une pipette jaugée, c'est cette forme-là, ceci-là, n'est pas graduée, et là, un trait jauge ici. Ça, c'est pour version un trait. Donc, s'il a rempli jusqu'à ce trait-là, on aura 25 ml. Alors que là, il a deux traits, trait en bas, trait en haut. Donc, il sera rempli jusqu'à ce trait-là. Et après, on commence à vider jusqu'à arriver à ce trait-là. Et comme ça, on aura le 50 ml. Soit l'un, soit l'autre, c'est la même chose pour nous. Une fiole jaugée, ce qu'on entend par une fiole jaugée, c'est ça, c'est une verre sous cette forme-là. Donc, il a un trait de jauge. Un trait de jauge. Et on aura besoin d'un bécher, on l'a déjà vu, et un conducteur. Donc, c'est le matériel qu'il a proposé peut mettre en œuvre un protocole expérimental. Donc, comment il va procéder pour préparer une solution S2 d'acide éthanoïque de concentration en soluté à portée C2 fois 2, 10 moins 3. Alors, on va voir comment on va procéder. Donc, première étape, on va diluer 50 fois la solution S1 avec une pipette jaugée de 2 millilitres et fiole jaugée de 200 millilitres. Deuxième étape, on va mesurer la conductivité d'un volume V1, 40 millilitres, de la solution S2, de cette solution S2 qu'on vient de préparer, et calculer la valeur de QR à l'équilibre. Et d'après tout ça, on peut conclure. Donc c'est un protocole expérimental qu'on peut suivre. Alors, vérifier l'invariance du quotient réactionnel à l'équilibre vis-à-vis de la composition initiale du système. Donc, on va voir comment on va faire. Donc, on mesure une conductivité sigma 2 pour les deux cas. Et on trouve sigma 2, on va la mesurer, on a un conductémètre. Et d'après la question 3 de tout à l'heure, on a XF', on aura un autre avancement final, X', qui va être égal à 7,1 fois 10 moins 6. Donc vous allez procéder de la même manière, ce sont les valeurs numériques qui vont changer. On a à l'état final la quantité de matière égale à la quantité de matière de CH3CO- aussi, et qui va être égale à XF, comme tout à l'heure, bien sûr. Et comme ça, on trouve la quantité de matière de CH3COH finale, ce sera C2V2, initiale avec laquelle on travaille, moins XF. Hein. Après, vous allez trouver 7,3 fois 10 moins 5 moins. Alors que le quotient de la réaction, dans ce cas-là, sera égal à K'.
On suppose qu'il va être égal à K'. Donc, on fait l'application numérique. On va procéder avec les nouvelles valeurs. Et comme ça, on va trouver 1,7 fois 10 moins 5, c'est-à-dire la même valeur que tout à l'heure. Donc, on a changé la composition initiale, mais on arrive aux mêmes valeurs de K. Hein. Cela veut dire que K, si on opère à une température constante, la valeur de K ne va pas changer. Hein. Donc, on montre bien l'invariance du quotient réactionnel à l'équilibre vis-à-vis de la composition initiale du système. Donc, K ne change seulement si on change la température. Ou bien sûr, si on change l'acide, bien ça va être autre chose. Donc, une transformation non totale est donc associée à une réaction chimique ayant lieu dans les deux sens et qui va toujours évoluer de façon à atteindre son état d'équilibre. Donc, si on perturbe un système et qu'il soit hors équilibre, donc il va évoluer pour reprendre son état d'équilibre. Donc, notre question, comment peut-on prévoir l'évolution spontanée d'un système chimique hors de son état d'équilibre? C'est-à-dire, est-ce qu'il va évoluer dans le sens direct, dans le sens 1, ou bien dans le sens inverse? Pour répondre à cette question-là, donc, on passe à la deuxième partie, évolution spontanée d'un système chimique hors d'état d'équilibre. Alors, perturbant un système chimique en équilibre, hein, comme fait l'homme pour les océans, il les perturbe. Vous avez votre matériel, donc lisez bien l'énoncé. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez consulter, vous avez votre internet, vous pouvez chercher un petit peu. Alors moi, pour un petit peu se dépêcher, je vais résumer un petit peu. Alors, on a introduit le protocole, c'est qu'on va introduire dans deux béchers de 50 ml un volume V1 de 40 ml. Vous voyez bien que c'est le même volume que tout à l'heure de la solution S1. Puis, on mesure la valeur du pH, notre pH. Donc, on va introduire notre pH mètre, la sonde, et on va l'électrode, et on va mesurer le pH directement. Et après, on va prendre deux béchers, on va dissoudre dans le premier un volume V2 égale à 0,5 ml. Comparez bien V1 V2. V2, il est très négligeable devant V1. D'acide acétique. L'acide acétique, c'est l'acide éthanoïque. Puis, dans le bécher 2, on introduit une masse de 1 g d'éthanoate de sodium. Vous voyez bien, l'éthanoate de sodium, s'il est dissous, il va donner l'ion éthanoate. L'ion éthanoate est bien sûr la base conjuguée de l'acide acétique ou bien de l'acide éthanoïque. En ajoutant la solution et on mesure les valeurs du pH de chaque bécher pour comparer est-ce que dans chaque cas, on perturbe notre système. Notre système en équilibre, c'est le volume V1 dans les deux béchers, mais on perturbe ce système-là en ajoutant l'acide acétique dans l'un et dans l'autre, on ajoute l'éthanoate de sodium. Donc, précisez les précautions particulières à prendre lors de cette manipulation. Pensez à chercher la signification de ces pictogrammes de sécurité. Mettre en œuvre le protocole du document 5 peut relever les valeurs de pH, pH1 et pH2, rappeler la composition du système dans la solution S1, puis vérifier la valeur de pH, calculer la valeur du quotient de réaction à l'état initial pour les deux béchers, et rappeler en justifiant la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équilibre chimique de la réaction. Donc, on va commencer par préciser les précautions. Donc, ces deux pictogrammes ne désignent qu'il ne faut porter une blouse, des lunettes, des gants, éloignés d'une flamme ou toutes sortes d'étincelles. Ici tout. Mettre en œuvre le protocole du document 5, c'est-à-dire on va mesurer pH1 et pH2. Je vous donne les valeurs. pH, on a trouvé 2,9. Pour pH1, quand on a ajouté de l'acide, on voit bien que pH a diminué. Et qu'on a ajouté le sel, on a augmentation de pH 2.
Troisième, rappeler la composition du système dans la solution S1, puis vérifier la valeur de pH. Donc, on va vérifier notre valeur qui est de 2,90. Donc, on va vérifier, c'est facile. On a déjà, d'après la question 4, que la quantité de matière de H3 plus dans S1 et la quantité de matière d'acide dans S1. D'accord, donc on calcule directement la concentration de H3O+. C'est ce qui nous intéresse pour calculer le pH de la solution S1. Ça, c'est à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final. Donc, on trouve bien à 2,89. On trouve bien la valeur mesurée. Calculer la valeur du quotient de réaction à l'état final, associé aux états initiaux du système dans les Bécher 1 et 2. Alors, pour le Bécher 1, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a une quantité de matière. Donc, la quantité de matière N0 de CH3COH, c'est quoi? Dans le Bécher 1, c'est la quantité de matière de CH3COH qu'on a déjà mis au début. Puis, on a ajouté une autre quantité de matière d'acide. Alors, pour calculer la quantité de matière d'acide, il faut utiliser la masse volumique de l'acide. Donc, cette relation n'a pas, je vais pas rappeler tout ça. Donc, ça c'est rentre dans le cadre de l'an dernier. Comment calculer la quantité de matière à partir de la masse volumique et de la densité. Si vous ne vous rappelez pas de ces relations-là, je vous conseille de revoir votre outil pour la mesure des quantités de matière. Alors, ça c'est source difficulté à laquelle il faut faire attention. Vous faites l'application numérique et vous trouvez la valeur. Là aussi, pour celui-là, il faut faire attention, on opère pour le volume V1, on a négligé le volume V2. On a considéré que le volume total, normalement, c'est V1 plus V2, puisqu'il est négligeable, comme dit tout à l'heure, je ne pouvais la négliger. La même chose pour les autres, et comme ça, vous arrivez à calculer le quotient de l'area de la réaction. Pour le Bécher numéro 2, on a aussi la même remarque. Donc pour 2, on considère le volume total, c'est V1. Donc directement, on aboutit à C2. La quantité de matière de H3 plus, même chose. Alors là aussi, même remarque que tout à l'heure. Donc il faut bien faire attention qu'on a ajouté une quantité de matière du sel. Mais ce sel-là, après dissolution, il va se décomposer en CH3CO- et Na, Na+. Et leur quantité de matière, ça égale à la quantité de matière de soluté ajoutée. Donc, c'est la même chose. Donc, la quantité de matière d'ion éthanoate ajoutée égale la quantité de matière de CH3CO Na ajoutée. Et comme ça, vous calculez la quantité de matière pour arriver au quotient de l'area de la réaction. Alors, pour le calcul de cas, il faut seulement remarquer qu'on travaille, on a vu tout à l'heure que la constante d'équilibre ne dépend que de la température, puisqu'on opère en même température, donc la valeur de K va rester telle qu'elle, c'est 1,7 fois 10 moins 5 sans unité. Alors là, un petit rappel de ce qu'on vient de voir. On dit qu'un équilibre chimique, cette forme-là, caractérisée par une constante d'équilibre K, évolue dans le sens direct, ça c'est le sens direct, et le sens indirect, c'est ce sens-là. Réactif vers les produits, ce sens direct, le sens contraire, c'est sens 2. Justifie le sens d'évolution de chaque système par analyse des valeurs du pH. Les systèmes, ce sont les systèmes qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire les deux Bécher, les deux solutions qui sont contenues dans les deux Bécher. Expliquer en quelques lignes comment peut-on prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système hors d'état d'équilibre par comparaison de la valeur du quotient de réaction à l'état initial avec celle à l'équilibre chimique. Effectuer un schéma, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors pour le pH, c'est facile. On a mesuré un pH inférieur, un pH 1 inférieur à pH, c'est-à-dire que la valeur de pH a diminué. Cela veut dire que la concentration d'ion oxonium a augmenté, c'est-à-dire que la transformation
a lieu dans le sens de formation de H3O+, c'est-à-dire dans le sens direct de l'équation de transformation. Pour le système 2, Bécher 2, on mesure un pH qui est supérieur, donc il y a augmentation du pH, puisqu'il y a augmentation du pH, donc il y a diminution de la concentration de ce H3O+. C'est-à-dire que les H3O+, ont été consommés, cela veut dire que la transformation s'est déplacée dans le sens 2 pour le Bécher numéro 2. Alors, maintenant, en comparant le quotient de la réaction à l'état initial, c'est-à-dire calculer les concentrations à l'état initial, et le comparer au quotient de la réaction à l'équilibre, c'est-à-dire à la constante d'équilibre. Donc, on voit bien que si le quotient de la réaction est inférieur à K ou supérieur à K, le système va évoluer pour que le quotient de la réaction soit égal à K. Donc, s'il est supérieur à K, il va diminuer. S'il est inférieur à K, il va augmenter. Et pour le système 2, donc ça c'est pour le système 1, on a le quotient de la réaction est inférieur à K. Et pour le système 2, QR2 est supérieur à K. Donc, vu la question 19, c'est-à-dire... alors, pour la question 19, c'est la question du document 1. La question numéro 1 des 5, c'est-à-dire 1. On peut généraliser, c'est-à-dire à partir de là. Hein, question 1. Je l'ai nommé la question 1, c'est pas la question vue, la question 1, celui-là. On peut généraliser le lien entre sens d'évolution spontanée d'un système hors état d'équilibre et la valeur du QR à l'état initial. Un système évolue toujours de façon à atteindre son état d'équilibre. Donc, alors, si QR est inférieur à K, évolution dans le sens direct. Si QR est supérieur à K, évolution dans le sens indirect. D'accord? Donc, on va expliciter plus profondément après, lors de l'application. Donc, un petit schéma pour résumer ça. Donc, il faut bien prendre ça. Si QR est supérieur à K, il va diminuer pour retourner vers K. QR inférieur à K, il va augmenter pour arriver à K. Alors, on passe à l'application. De nombreux équilibres chimiques ont lieu dans la nature et sont responsables de son propre équilibre. C'est-à-dire, ils sont en équilibre, ils sont responsables de leurs équilibres, c'est-à-dire ils essayent de retrouver leurs équilibres spontanément. Une perturbation de ces derniers peut provoquer des conséquences très graves sur l'environnement. L'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en est un exemple. Alors, comment expliquer les conséquences d'une augmentation de taux de CO2 sur l'environnement? Vous avez déjà entendu par ça, l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère a beaucoup d'influence sur l'environnement et la nature, beaucoup de dangers. Pour répondre à cette question, vous avez à votre disposition un ensemble de ressources que vous allez exploiter pour répondre à cette question. Activité concernant le CO2 et l'océan, comment varie le pH et les ions carbonate CO3 en fonction de la quantité de CO2 dissoute dans l'océan ou bien dans l'atmosphère en général. Donc on va voir ça. Donc on a trois équilibres, équilibre 1, équilibre 2, équilibre 3. C'est ce qu'on va étudier. Vous avez aussi un autre document qui vous parle des dangers des organismes calcifiés. Donc, il y aura une transformation de CaCO3 en CA2+, et CO3-. Donc, ce qui influence la vie ou bien ce qui menace la vie de ce genre d'organisme. Donc, on va voir ça, comment ça se fait. Vous avez aussi une ressource en ligne, une vidéo qui explique le principe à fortiori, donc celui de l'acidification des océans et l'influence de la dissolution de CO2 dans
l'eau de mer. Et vous avez aussi un document numéro 8 qui vous présente ici les couples acido-basiques, deux couples acido-basiques. Alors, on passe à l'exploitation de ces documents. Donc, vous avez un ensemble de questions que je vous laisse le soin de lire soigneusement avant de commencer à répondre. Relever les conséquences de l'augmentation de taux de CO2 atmosphérique sur le pH et la teneur en ion carbonate CO3 de moins dissolution. Donc, on va voir comment ça à partir de cette activité. Donc, on voit bien ici que c'est le taux de CO2 augmente, le pH diminue. Et aussi, la concentration d'ion carbonate diminue. Donc, c'est la teneur en CO2 de l'océan, la teneur en CO2 des océans augmente. Donc, il va provoquer la diminution du pH et il va augmenter aussi, provoquer la diminution de la concentration de CO3 de moins. Et on va voir quelle est l'influence de la variation du pH des océans et la diminution de quantité de matière de CO3 moins dissoute dans l'océan. Donc, en résumé, l'analyse de la figure 2 entraîne une diminution de pH et la teneur en ion carbonate des océans. Il faut bien apprendre à lire les courbes comme ce genre-là. Donc, c'est une habilité qu'il faut bien maîtriser. Donc, on observe qu'après dissolution de CO2, si vous avez bien regardé la vidéo, bien l'expérience, il met en évidence qu'après la dissolution de CO2 dans l'eau de mer, celle-ci voit son pH diminuer. Donc, il faut retenir bien ça. La teneur en CO2 dans les océans augmente, cela va provoquer la diminution du pH. Et s'il y a diminution du pH, il faut conclure qu'il y a augmentation de H3O+. Donc, observable par le changement de couleur de l'indicateur coloré pour l'expérience. On passe à la question numéro 3. Exprimer les quotients réactionnels de chaque équilibre évoqué dans le document 6. Donc, pour l'équilibre 1, on sait bien comment calculer. Donc, pour l'équilibre 1, on a CO2 aqueux comme produit et on a CO2 gazeux comme réactif. Donc, on applique la relation qu'on a vue tout à l'heure, donc qui va me donner la valeur du QR1. Donc, il faut pas, donc il faut tenir ici la concentration de CO2 et aqueux et la concentration ou bien et la pression de PCO2. C0 c'est la concentration standard et P0 c'est la pression standard. Se référer au document précédent pour comprendre. Donc, pour l'équilibre 2, là aussi, donc l'écrit en faisant attention à ce qu'on vient de voir. Donc, pour là, on va pas tenir ici, donc on va tenir de toutes les espèces, sauf H2O, parce que c'est un solvant. C'est un solvant. Donc, c'est ce que vous voyez là. Alors, on passe à la question suivante. Justifier alors qu'une augmentation de CO2 gaz dans l'air entraîne une acidification des océans. Donc, on va voir comment ça. Donc, si CO2 augmente, alors le CO2 aqueux va augmenter d'après l'équilibre 1. Parce que CO2 gaz, il est en équilibre avec CO2 aqueux. Donc, si le CO2 gaz augmente, cela veut dire que CO2 aqueux va augmenter. Pourquoi? Parce que si CO2 augmente, sa pression va augmenter, et comme ça, si sa pression va augmenter, alors le QR1 va diminuer. Si QR1 diminue, donc il faut que le système reprend son état d'équilibre, et comme ça, il va se transformer. Il faut que CO2 augmente. Alors, l'augmentation de CO2 entraîne la diminution de CR1, ce qui provoque l'augmentation de CO2 aqueux. Donc, si CO2 augmente, alors CO2 aqueux augmente. Donc, l'équilibre 1 va se déplacer dans le sens direct.
Donc, par le même raisonnement, pour l'équilibre 2, il va évoluer dans le sens direct. Pourquoi? Dans ce cas-là, alors, on sait dans ce cas-là que l'augmentation pour l'équilibre de l'augmentation de CO2 aqueux provoquée par l'augmentation de CO2 gazeux. Donc, CO2 gazeux influe CO2 aqueux et CO2 aqueux qui va augmenter va provoquer la diminution de QR2. Et si QR2 diminue, il faut que H2CO3 augmente pour que le système se retrouve son état d'équilibre vers K. Alors, H2CO3 va augmenter, donc l'évolution du système va être dans le sens direct aussi, dans le sens de formation de H2CO3 aqueux. Alors, pour l'équilibre 3, l'augmentation de H2CO3 va provoquer la diminution de QR3. Donc, QR3 va devenir inférieur à K3. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il augmente. Donc, il faut qu'il se déplace dans le sens direct, c'est-à-dire le sens de formation du produit HCO3- et H3O+, ce qui va provoquer l'augmentation de H3O+. Ici, H3O+ augmente, cela veut dire que pH va diminuer. Donc, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, une augmentation de CO2 dans l'air entraîne une acidification des océans. Établir à l'aide des données du document 8 l'équation de la réaction entre les ions carbonate et les ions oxonium H3+, peut justifier la variation de la teneur en ion carbonate évoquée. Donc, on va voir l'équation, c'est facile. Donc, CO3 plus H3O+ va donner naissance à CO3- aqueux plus H2O. Donc, si H3O+ augmente, alors le quotient de réaction de cet équilibre-là va diminuer. Le système va évoluer dans le sens direct, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc, diminution de la teneur en ion carbonate. Donc, l'augmentation de H3O+, va influencer le quotient de la réaction qui va diminuer, parce que H3O+ là va être au dénominateur, d'accord? Au dénominateur, donc s'il augmente, le quotient de la réaction va diminuer, donc il doit être augmenté pour revenir être égal à K de cette réaction, à la constante d'équilibre de cette réaction. Et pour augmenter, donc il faut que les HCO3- et HCO3- augmentent. Dans ce cas-là, l'équilibre va se déplacer dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de consommation de CO3 de moins. Alors, écrire l'équation de la réaction via la transformation chimique de formation du calcaire à l'origine du coquille des organismes calcifiés. C'est-à-dire comment ça se forme les coquilles et comment se forme ce calcaire-là. Donc, ce calcaire-là, il se forme de cette manière-là, c'est-à-dire que les Ca2+ aqueux se combinent avec des CO3 de moins pour donner naissance à CaCO3 du calcaire solide. Et la même chose, CaCO3 dissocié va donner naissance à ces ions-là. Dans la question 7, exprimer le quotient réactionnel associé à cet équilibre chimique, c'est-à-dire à celui-là. Donc le quotient, c'est les concentrations divisé par l'activité de CH3CO3 qui est égal à 1. Donc on trouve bien que la quotient de la réaction est égale au produit des concentrations effectives de ces deux-là. La question numéro 8, justifier alors qu'une augmentation de CO2 gaz dans l'air peut être dangereuse pour l'écosystème. Si vous combinez ces étapes-là, vous les comprenez bien. On a commencé par l'augmentation de CO2 et on a fini par se retrouver face à cette réaction-là. Donc, l'augmentation de CO2 en CO2 entraîne une diminution de CO3 de moins, d'après la question précédente. Donc CO3 de moins va être consommé.
Donc si CO3 de moins augmente, diminue, d'accord? Une augmentation ou bien diminution de CO3 de moins. Donc la quotient QR4, celui-là, puisque la concentration de CO3 de moins va diminuer. Donc ce quotient-là va diminuer. Si CO3 de moins diminue, celui-là va diminuer. Donc va être inférieur à la constante d'équilibre, car l'équilibre va donc évoluer dans le sens direct, c'est-à-dire dans ce sens-là, pour retrouver la valeur de 2K provoquée par la diminution de la concentration de CO3 de moins. L'équilibre va donc évoluer dans le sens direct de la consommation de CaCO3S. Alors, vous voyez bien le problème. Si CO2 augmente, il entraîne une diminution de CO3 de moins, ce qui provoque la diminution du quotient de la réaction, mais pour retrouver l'état d'équilibre, il faut que QR augmente. Et pour que QR augmente, il faut que la concentration de Ca2+ augmente et CO3 de moins augmente à nouveau, ce qui oblige la formation ou bien le déplacement de cet équilibre dans ce sens-là. C'est-à-dire que les cookies, dans ce cas-là, ils vont se transformer en ayant Ca2+, CO3 de moins. Et vous voyez là les dangers. Alors que si CO2 reste équilibré, alors les CaCO3 des cookies va rester tel quel. Alors une augmentation de CO2 va provoquer l'augmentation de CaCO3, c'est-à-dire la disparition des cookies, et vous voyez bien le résultat. Donc la coquille des organismes calcifiés va se consommer, l'organisme devient vulnérable, passera du temps à réformer sa coquille, se reproduira moins. La plupart des organismes non calcifiés sont très sensibles au pH, et l'augmentation du pH des océans peut donc les détruire. C'est-à-dire pour les organismes qui ne sont pas calcifiés, ils sont sensibles au pH, et la variation de pH va influencer leur vie. Et comme ça, on a répondu à notre question de début. Comment expliquer les conséquences d'une augmentation du taux de CO2 gaz sur l'environnement? Vous voyez bien, à travers de ce que vous avez étudié, vous arrivez à comprendre pourquoi l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère est polluante. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si oui, abonnez-vous et partagez. Sinon, écrivez-nous ce que vous trouvez n'est pas clair, ou bien ce que vous n'appréciez pas, pour un petit peu améliorer. On verra Inch'Allah dans une autre vidéo. Salam alaikum.